Merci beaucoup Florent. Et effectivement, les mots d'accueil, c'est pas le plus important. Mais là, on va découvrir sans plus attendre le bilan de P16, le bilan en collaboration avec Probable, et puis une petite overview des perspectives. Donc bon, je ne vous présente pas Selma Souyel, la directrice du projet P16 au sein d'INRIA. Merci. Bonjour à tous et bienvenue à cet anniversaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait des ballons, donc on veut vraiment marquer l'esprit anniversaire. Et pour ce qui est de la communauté P16 et donc les ingénieurs qui travaillent au sein de l'équipe, cette journée anniversaire va se poursuivre demain au Centre INRIA de Paris avec des sessions de travail qu'on va mener en collaboration avec notre partenaire de toujours, Probable, donc des ingénieurs aussi côté Probable qui seront présents, des ingénieurs aussi de nos partenaires hors Probable qui travaillent sur les communs numériques qu'en soutien. Donc, bon, je ne vais pas rappeler ce que c'est que P16, je vais peut-être à la limite juste rappeler notre rôle en 4 mots-clés. Le premier étant le mot développement, donc développement des communs, les communs qu'on identifie et qu'on va soutenir. Le deuxième mot-clé, ça va être l'intégration. Donc, comment développer des communs qui puissent être interopérables les uns avec les autres. Le troisième mot, c'est la maintenance. Une fois qu'on a innové, une fois qu'on a implémenté des algorithmes qui font bien les choses, comment on s'assure que c'est maintenu à long terme? Et une partie de la réponse, c'est l'articulation avec Probable. Et puis la dissémination, qui est aussi un terme très important, parce que au-delà de faire des développements, il faut aussi soutenir l'adoption. Donc à la fois l'adoption par les utilisateurs, mais aussi l'adoption et la contribution par les développeurs. Et donc c'est là aussi où on va être attendu. Rapidement sur l'articulation encore une fois, donc côté P16, INRIA, on va travailler sur l'identification des briques logicielles, on reçoit des candidatures, je vais vous en parler un peu plus. Ensuite, on travaille sur leur pré-industrialisation, donc leur montée en qualité. Et puis, on travaille aussi sur le développement de cas d'usage. Et notre pendant industriel, donc Probable, va travailler sur l'industrialisation de ces briques, donc tout ce qui va être développement d'offres commerciales, de produits, de services, de supports autour de ces bibliothèques. De certification, je pense que Sophie en a parlé. Et donc, c'était cette articulation-là qu'on essaie de faire vivre avec des ponts très réguliers entre les ingénieurs qui travaillent côté INRIA et les ingénieurs qui travaillent côté Probable. Alors, on a lancé un AMI largement ouvert sur la communauté à la fois académique, mais également industrielle. Sous réserve que la bibliothèque en question soit open source. On a quelques critères qu'on va regarder qui nous permettent de dire si oui ou non, finalement, on va instruire la bibliothèque candidate. Et donc, ces critères de présélection, ça va être l'intégration dans le cycle de la donnée, interopérabilité, data processing, enfin préparation des données et l'apprentissage, l'argument de la souveraineté technologique aussi qui est très important, et puis la correspondance avec les besoins de l'écosystème. Et donc pour toutes les bibliothèques qu'on reçoit, on consulte systématiquement nos partenaires, et je pense qu'ils sont nombreux à être présents aujourd'hui. Et puis un argument aussi de généricité. Pour l'instant, on soutient principalement les briques logicielles qui ont un fort potentiel d'être utilisées dans plusieurs domaines, plusieurs verticales. Donc, rapidement aussi sur le process, mais je pense que c'est important quand même de rappeler ces choses très opérationnelles pour vraiment être transparent sur la façon dont on fonctionne. Donc, je disais, bon, on n'instruit pas systématiquement toutes les candidatures, mais à partir du moment où une candidature est instruite, c'est un travail qui prend au minimum 1 mois, souvent plus, et c'est un travail qu'on fait en interne, en lien avec nos directeurs scientifiques. On sollicite également des experts quand on en a besoin, et donc on va faire un travail à la fois sur l'aspect technique, donc faire du benchmark, comparer la bibliothèque à des bibliothèques concurrentes pour savoir comment elles se positionnent. On va regarder aussi la qualité logicielle de la bibliothèque en question, faire une étude un peu état de l'art du domaine, etc. Donc ça, c'est plutôt ce qui va être l'évaluation technique et scientifique. Ensuite, on va avoir une partie évaluation
stratégique, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va consulter nos partenaires, qui sont maintenant en nombre de 16, je pense, les partenaires qu'on va voilà, solliciter en leur envoyant un sondage pour essayer de comprendre un peu leurs usages autour des domaines des bibliothèques en question, pour essayer de savoir si les fonctionnalités qui sont implémentées par les bibliothèques répondent à de vrais besoins. Et donc, une fois qu'on a fait tout ce travail-là d'instruction, on consulte nos co-directeurs scientifiques que j'aurai le plaisir aussi de voir parler juste après ma petite présentation, qui vont aussi nous donner des recommandations. On consulte aussi des ingénieurs côté Probable, les core développeurs notamment de scikit-learn. Et puis tout cela, ça permet d'avoir vraiment des bases sur lesquelles on peut finalement asseoir notre prise de décision. Et si tous les voyants sont au vert, on dit go, on soutient la bibliothèque et puis on recrute des ingénieurs qui vont travailler sur la pré-industrialisation de ces bibliothèques, selon différentes modalités. Je ne rentre pas dans les détails, mais vous pourrez me poser des questions par la suite. Alors, les bibliothèques qui sont soutenues jusqu'à présent, bon, on parle toujours de scikit-learn parce que c'est finalement notre étoile du berger, c'est notre référence, là où on veut tendre. On essaie aussi de capitaliser, de formaliser les bonnes pratiques qui ont fait de scikit-learn le succès que c'est aujourd'hui. Dans le socle initial qui était soutenu par P16, il y avait Corez évidemment, qui est la bibliothèque pour l'interopérabilité des données, donc qui va permettre de manipuler, d'interroger, de valider des graphes de connaissances avec les standards du web. Il y avait également Scrub dans le socle initial, donc, qui est la bibliothèque pour la préparation des données, pour fusionner des bases de données avec les jointures imparfaites, pour faire de l'encodage de colonnes, pour faire plein de choses qui permettent vraiment de faciliter la vie aux data scientists qui passent énormément de temps à faire du pre-processing. Et les 4 autres bibliothèques, c'est toutes des nouvelles bibliothèques qui ont intégré l'écosystème, en commençant par 2 bibliothèques qui adressent quand même un sujet très important, qui est celui des séries temporelles. Donc TS-Learn, qui a été initialement développé par Romain Tavenard, un chercheur de l'Université de Rennes 2. Et c'est important de dire le 2 parce que je me fais reprendre souvent. Et donc, pour soutenir cette bibliothèque, on a recruté un ingénieur du côté d'INRIA de Rennes, au service d'expérimentation et de développement, Guillaume, qui doit être là et qui travaille donc en lien avec le chercheur et en lien avec les équipes P16. TS-Learn, c'est très spécialisé dans la classification, clustering des séries temporelles, l'implémentation de mesures de distance qui sont spécifiques aux séries temporelles. Mais je ne vais pas en dire plus parce que tout au long de la journée, on va avoir des lightning talks par les ingénieurs P16 et les ingénieurs de nos partenaires, y compris Probable, pour parler de certaines des bibliothèques que je vous montre aujourd'hui. Alors il y a Aeon également, qui a été développé au sein de l'université de Haute-Alsace par Germain Forestier, qui ne peut malheureusement pas être parmi nous, et Ali Eladi qui est là, et qu'on a décidé aussi de soutenir, mais sur un plan complémentaire à TS-Learn, c'est-à-dire qu'on va soutenir plutôt les approches deep learning pour les séries temporelles. Et ce que je voulais dire ici, et c'est, je pense, un message très important à faire passer à ce stade-là de la présentation, c'est de dire que souvent, on reçoit des candidatures sur des sujets qui sont assez proches. On peut avoir des bibliothèques qui peuvent avoir un overlap non négligeable. Et donc, ce qu'on essaye aussi d'amener dans ce projet P16, c'est que les gens se parlent entre eux. Et c'est qu'on essaye de mutualiser les efforts et de ne pas faire en sorte qu'on reproduise exactement la même chose dans 2 endroits du territoire, juste parce que les personnes ne se parlent pas. Alors, ce n'est pas le cas de TS-Learn et Aeon, parce que les équipes de recherche se connaissaient bien avant qu'ils intègrent P16 et ils discutent. Donc là, en l'occurrence, l'alignement est un peu plus simple. Mais c'est vrai qu'on a d'autres cas de figure où il faut amener ces discussions et il faut pouvoir parler soit de convergence, soit d'alignement pour éviter de répliquer les efforts, tout simplement.
Alors, ça, c'est donc deux bibliothèques qui viennent de l'écosystème académique. On a ensuite deux bibliothèques qui ont candidaté de l'écosystème industriel, à commencer par MAPI, qui est une bibliothèque pour la quantification d'incertitudes, qui implémente des méthodes de prédiction conforme pour générer des intervalles de prédiction ou des ensembles de prédictions quand c'est de la classification plutôt que juste des valeurs. Donc, c'est très bien pour fiabiliser finalement les systèmes d'IA. Et c'est une bibliothèque qui a été initialement développée, alors c'est une bibliothèque open source, très permissif, il n'y a pas de sujet, qui a été initialement développée par Capgemini Invent, enfin Quantmetry, qui a été ensuite racheté par Capgemini, et qui fait donc l'objet d'une collaboration entre INRIA, P16 et Capgemini. Et donc on a un ingénieur côté INRIA qui a été recruté pour travailler sur MAPI. Et pour finir, on a le sujet de l'explicabilité avec une bibliothèque qui s'appelle Chapache. Là encore, c'est un peu le même modèle, développé par la Maïf, qui a un ADN open source très très fort également, et qui est donc une bibliothèque qui facilite finalement la lecture des prédictions et qui les rend plus transparentes, plus interprétables aussi par les utilisateurs métiers. Alors, très rapidement, sur la manière dont on travaille au sein de P16. Donc, nous, on n'a pas des équipes silotées, enfin, on essaye. On a plutôt des unités. Une unité qui va travailler sur l'instruction, je ne vais pas y revenir. Une unité qui travaille sur le développement avec un architecte logiciel qui essaye quand même de faire le lien entre les différents ingénieurs, ne serait-ce que pour peut-être adresser un problème qui a déjà été vu par d'autres développeurs sur une autre bibliothèque et d'essayer de faire en sorte que cette connaissance-là puisse profiter à d'autres ingénieurs. On a l'unité use case, où on co-développe des use cases avec des partenaires industriels. On en a un en ce moment avec un partenaire. Et puis, pour finir, l'unité plutôt communauté, gestion de la communauté, formation, dissémination. Donc, toutes ces unités-là, ces équipes qui se recroisent, elles ont pour but de répondre à ces trois actions phares, qui sont les actions qu'on va amener quand on soutient une bibliothèque. Donc, développement technique, formation et dissémination. Je fais la différence entre formation et dissémination parce que la dissémination, ça peut être aussi de la formation, mais la formation a de l'acculturation avec les bibliothèques au moment où la formation, on la travaille avec INRIA Academy, j'ai vu Laure, et en ce moment, on est en train justement de développer un module de formation autour de Scrub, donc qui sera le prochain module de formation INRIA Academy. Alors, quelques indicateurs, juste pour qu'on sache où on en est. Donc, jusque-là, on a reçu 14 candidatures. On a instruit 7 candidatures et on en a retenu 4. Il y a 3 instructions qui sont en cours. C'est des instructions qui prennent le temps, évidemment. Donc, ça explique aussi que on prend un peu de retard sur le traitement, mais on va essayer néanmoins de faire des retours dans le timing qu'on se définit. On a 16 partenaires industriels qui participent systématiquement à ces consultations. Pour ce qui est de la dissémination de l'outreach, on a organisé jusque-là 7 événements, donc à la fois des événements en personne, soit intra-entreprise, soit inter-entreprise, donc des workshops où on favorise l'adoption des bibliothèques qu'on soutient, avec environ 360 participants au total, et puis ça sans compter les événements où on est participant, où on tient des stands, où on essaie d'augmenter la visibilité des bibliothèques en question. Maintenant, en ce qui concerne les librairies, donc bon, c'est toujours un peu compliqué de parler de téléchargement, parce que pour ceux d'entre vous qui connaissent, bon, les téléchargements, il y a beaucoup de téléchargements qui sont automatisés, donc on ne peut pas vraiment savoir si ça reflète véritablement la réalité. Et puis, il y a 2 semaines, il y a Loïc Estève, donc de Probable, qui avait fait une très bonne présentation à PyData, justement pour parler des biais qu'il pouvait y avoir dans une métrique comme les téléchargements. Donc, je ne l'ai pas reprise dans les slides. Par contre, j'ai repris quelques métriques qui peuvent être intéressantes, que sont par exemple les étoiles, les projets dépendants, et puis les forks. Et là, vous voyez, bon, on a un nombre cumulé d'étoiles qui est assez important. Les projets dépendants un peu moins, et puis encore moins les forks. Et ça montre finalement la structure d'un projet open source classique, c'est-à-dire que ça intéresse
potentiellement beaucoup de monde, ils vont mettre des étoiles. Puis pour vraiment l'utiliser, il y en a forcément un peu moins. Et puis pour y contribuer, il y en a encore moins. Et donc, il faut qu'on mette vraiment tous nos efforts aussi sur cette partie de dissémination, à la fois pour l'utilisation et pour la contribution. Donc pas seulement que ce soit visible, mais que ce soit vraiment utile, utilisable et qu'on puisse y contribuer. Donc ça, c'est plutôt sur les données et les métriques des librairies. Après, je vous montrerai, on a aussi des lectures un peu plus granulaires. Et puis pour ce qui est de la répartition de l'audience versus contribution, vous voyez qu'on a une contribution qui est beaucoup plus importante côté européen sur les bibliothèques en soutien, versus une audience qui est beaucoup plus importante au niveau mondial. Donc ça rejoint ce que disait Bruno Bonnel tout à l'heure, à savoir que les bibliothèques elles sont beaucoup développées en Europe, beaucoup utilisées ailleurs, donc il faut aussi favoriser l'utilisation. C'est toujours le même message. Alors, on a aussi développé un dashboard. Je ne vois pas Anna dans la salle, mais elle a fait un très gros travail aussi sur ce développement pour avoir un suivi granulaire de toutes les métriques. Donc, des métriques d'adoption, que vont être les stars, le nombre de projets dépendants, etc. Et puis, des métriques de contribution, les commits, les PR, nombre d'issues, etc. Et puis, ce qui est important aussi d'avoir ce dashboard intégré, c'est de pouvoir motiver des prises de décision sur la base de ces dashboards. Si par exemple on voit que le nombre d'issues qui est ouvert ne suit plus le nombre de celles qui est fermé, c'est-à-dire qu'il va peut-être falloir renforcer la contribution, soit recruter de nouveaux ingénieurs, soit renforcer la partie contribution, communauté, etc. Donc c'est très important aussi pour le suivi à notre niveau, au niveau de la gestion, on va dire, du portefeuille de bibliothèque. Alors je me suis dit que ce serait intéressant de reprendre exactement la roadmap que je vous ai montrée l'année dernière, pour ceux qui ont une bonne mémoire, et de se demander où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et donc la bonne nouvelle, c'est que, je ne vais pas tout refaire, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a pris un peu d'avance finalement sur certaines actions, notamment en ce qui concerne le passage à l'échelle européenne. Et ça, c'est important parce que ça amène aussi des collaborations intéressantes, ça amène des cas d'usage, ça amène une communauté élargie. Et je voudrais donc saluer Jean-Yves qui nous a fait participer à l'AI Factory France. Donc le projet P16 fait partie effectivement de la réponse de la France au projet AI Factory, et on va essayer de faire en sorte que les outils qu'on développe soient accessibles, facilement utilisables pour développer des use cases. Donc, principalement sur la préparation de données, développement de modèles de machine learning essentiellement. On commence à travailler un peu sur le deep learning, donc ça peut être aussi ces éléments-là. Donc, je continue sur l'extension et l'agrandissement de l'écosystème. Il y a le projet AI Factory qui nous permet aussi d'avoir un financement complémentaire, ça c'est une bonne nouvelle. Et puis on fait partie aussi d'un consortium qui s'appelle le Fluid AI, avec lequel on a répondu à un appel à projet EOSC 3, qui a pour but de développer le critère prêt à être utilisé par l'IA des données et des modèles. Et donc, on apporte un peu la connaissance en développement d'outils open source au sein d'INRIA, au sein de ce projet. On espère qu'il sera accepté, ce qui nous ferait aussi un financement complémentaire pour P16. L'idée, c'est aussi d'arriver à trouver des financements complémentaires pour aller au-delà des 5 ans d'existence qui sont financés par France 2030. Et puis, il y a un troisième projet aussi à l'échelle européenne. Bon, je ne voulais pas vous inonder d'informations, mais il y a aussi le potentiel qu'on soit dans un projet autour de l'IA et de la robotique au niveau européen. Donc, pour finir, et avant de passer la main à Fabien Gandon, donc co-directeur scientifique de P16, pour vous parler d'autres aspects autrement plus scientifiques, je voulais remercier, je tenais vraiment à remercier tous nos partenaires industriels qui jouent le jeu, en fait, quand on les sollicite pour donner leurs avis sur les bibliothèques qu'on reçoit, ils sont toujours présents, qui travaillent avec nous pour développer des cas d'usage, avec lesquels on fait des webinaires, des événements pour encourager l'adoption.
J'espère la prochaine étape encourager la contribution. Et donc je voulais vraiment les saluer. Et puis il y a Capgemini effectivement et Maïf avec lesquels on collabore aussi sur le développement des bibliothèques. Donc merci à tous ceux qui se reconnaîtront dans la salle. Et comme c'est une journée anniversaire, je vous montre quelques photos de tous les événements auxquels on a pu être présents, avec Probable, sans Probable, avec des partenaires industriels. Donc merci à tous, merci d'avoir répondu présent. Et puis tout au long de la journée, vous allez voir des présentations techniques des ingénieurs. On tenait aussi à les mettre en avant cette année. Il y aura d'autres moments forts, d'autres temps forts, avec une table ronde en début d'après-midi. Donc vraiment restez avec nous. Je voulais aussi préciser que c'est une journée qui va switcher entre français et anglais. On a des présentateurs qui feront leurs présentations. Typiquement, toutes les présentations techniques se feront en anglais. Et puis, voilà, ça se fera en bonne intelligence. On passera d'une langue à l'autre tout au long de la journée. Donc, merci à tous et encore bienvenue à cette journée anniversaire. Et donc, je passe la parole à Fabien. Oui. C'est le moment où on commence à solliciter le jeu des vidéoprojecteurs. Est-ce que je peux avoir le retour, s'il vous plaît? Oui. Est-ce que je peux avoir le retour écran, s'il vous plaît? Merci. Bon, donc je vais vous emmener dans une des parties techniques de P16, qui est toute l'activité qu'on a sur les graphes de connaissances. Si vous étiez là l'an dernier, vous avez eu droit à 1 heure sur les graphes de connaissances. Je ne vais pas revenir dessus, vous avez déjà souffert. Donc je vais juste redonner une petite définition rapidement. Je vais me concentrer sur exemplifier et illustrer toutes les instances de ce que Selma vient de décrire dans le cadre des graphes de connaissances. Avant de commencer, je voudrais juste insister sur un des points que Selma a donné, c'est la qualité du travail qui est fait sur l'évaluation des candidatures à P16. Parce qu'en étant co-directeur scientifique avec Gaël Varocco, je vois arriver tous les dossiers qui sont constitués par P16 pour toutes les candidatures. Et je dois dire que c'est un des organismes, on va dire un des projets dans lequel la qualité d'évaluation des candidatures est absolument phénoménale. Quand le dossier arrive sur mon bureau, il y a eu tout un travail en amont d'évaluation de l'adoption, de la qualité du code, des alternatives. Et je tiens à remercier toute l'équipe de P16 pour ça, parce que c'est un vrai plaisir de lire et de statuer sur ces dossiers. Bien, donc je vais vous parler de graphes de connaissances. Pour ceux qui me connaissent, ce n'est pas une surprise. Et je vais aussi essayer de me positionner en P16. Donc si vous regardez un peu la structure de P16, on est ici. On est sur la brique interopérabilité. Merci monsieur, je monte mon micro. Alors, un graphe de connaissances, je vais vous faire vraiment une approximation. Je vais parler d'un graphe de connaissances dès lors que... Alors, les transparents ne passent pas à l'écran. C'est assez surprenant. Hop. Pourquoi? Je ne sais pas. Hop. Voilà. Je vais parler de graphe de connaissances dès lors que, au lieu de représenter les données avec, par exemple, des chaînes de caractères, on va commencer à s'intéresser à identifier tous les sujets dont on peut parler dans une base de données, en leur donnant notamment un identifiant unique. Donc, au lieu d'utiliser la chaîne de caractères Paris pour parler de Paris, je vais lui donner un identifiant. Et vous allez le voir, un des biais, c'est d'utiliser des standards ouverts, notamment ceux du W3C. Et donc, je ne vais pas leur donner n'importe quel identifiant, je vais leur donner des identifiants web, des URI, même des IRI. Une fois que je les ai identifiés, je vais en plus m'intéresser aux liens qu'il peut y avoir entre ces différentes entités.
Et quand j'ai identifié qu'il y avait des liens, je vais m'intéresser au type de ces liens entre ces entités, quels sont les types des relations qui sont entretenues par ces entités. Et cette structure, avec ce qu'on va appeler le schéma du graphe, c'est-à-dire le vocabulaire qui est utilisé dans ce graphe et ce que je sais sur ce vocabulaire, eh bien, c'est ce qui va constituer pour moi, en première approximation, un graphe de connaissances. Le fait de savoir que Paris est relié à la France par un lien A pour capitale, et de savoir que ce lien, c'est un sous-type de lien A pour ville, et donc de pouvoir faire un certain nombre d'inférences à partir de ça, c'est ce que je vais appeler un graphe de connaissances. Pourquoi est-ce qu'ils sont intéressants ? Alors je vous rappelle ce que j'avais dit l'an dernier en introduction, c'est parce que dès lors que vous avez des datasets avec une haute dimension associative, la représentation à base de graphes est très efficace. De plus, c'est une représentation qui est très flexible, qui va permettre de faire des changements dans les données assez facilement, l'intégration de nouvelles données, donc pour tout ce qui est data integration et urbanisation des systèmes d'information, c'est très utile. Enrichir les données, donc rajouter un lien à un moment, ou rajouter quelque chose dans le schéma et donc faire des inférences supplémentaires. Tout ça, c'est très très naturel dans les structures de graphes. C'est aussi très très utile dès lors qu'on a des requêtes complexes, parce que nos données sont déjà formatées comme forme de graphe. Il y a un certain nombre de requêtes complexes, notamment des requêtes de chemin dans ces données, qui vont être plus faciles et plus efficaces que dans d'autres modèles. Et enfin, c'est un modèle qui va permettre de faire des inférences de validation, vérifier la structure des données, vérifier la qualité des données, et faire des inférences d'enrichissement, augmenter les données avec des résultats de raisonnement. Donc c'est fini pour l'introduction au graphe de connaissances, vous pouvez respirer. Maintenant, pour faire ça, il faut un certain nombre d'outils. Alors il existe un certain nombre d'outils, notamment des outils commerciaux, qui peuvent être déployés en entreprise pour faire une base de graphes qui implémente à plus ou moins haut niveau ces traitements-là. Mais on en a une à l'INRIA, un outil qui a été commencé en 1999, qui est une librairie qui permet de faire tous ces traitements dont je viens de parler. C'est une librairie, donc on peut l'embarquer dans un autre logiciel. Il y a aussi un mode serveur qui permet de déployer ça sous un serveur autonome et puis de l'interroger à distance. Une interface graphique qui permet, on verra, de faire un certain nombre de manipulations directes, notamment soit pour faire du débugage, du prototypage, soit pour faire de l'enseignement. Un mode commande qui va permettre de l'intégrer dans des workflows, dans des batchs. Et puis, une des choses qu'on a faites grâce à P16, c'est aussi un wrapper Python pour l'appeler depuis Python. Et donc, c'est cette plateforme-là, dont Selma a parlé, qui a été intégrée dès le départ à P16. Et c'est le travail qu'on a fait depuis 1 an dans P16 sur Cores, dont je vais vous parler. Alors, il y a deux types d'actions qui ont été faites dans l'année passée sur P16. Une première action a été d'améliorer, de stabiliser, de finaliser la version 4.6 de P16, de Cores, lapsus, la version 4.6 de Cores, et d'utiliser cette version pour faire un point de rupture afin de préparer une grosse version V5 dont Pierre parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Une des premières évolutions, ça a été de revoir l'interface graphique qui était extrêmement limitée, qui commençait vraiment à dater. Et pourquoi on a voulu faire ça? Parce que c'est souvent le point d'entrée d'un certain nombre de personnes dans Cores. C'est la première chose qu'ils vont voir. C'est cette petite interface qui va leur permettre de comprendre ce que fait Cores, de commencer à manipuler un certain nombre des langages dont j'ai parlé, donc des langages de représentation de graphes comme RDF, standardisé au W3C, ou Sparkle comme langage de requête, avant ensuite d'utiliser la librairie ou le mode serveur pour l'intégrer à un système. Donc un des travaux qu'on a fait cette année, ça a été de refaire cette interface complètement. Cette fois-ci, on a travaillé avec des psychologues ergonomes pour faire de la conception vraiment d'interaction homme-machine. Donc on a fait vraiment de l'IHM. On a fait un mock-up complet d'une nouvelle interface. Elle a été ensuite validée par des protocoles d'analyse d'utilisation avec des ergonomes. Et une fois que la maquette a été validée, il y a une première version à implémenter cet été. Et elle va maintenant migrer vers le cœur de Cores. Donc vous êtes les premiers à voir les screenshots de cette interface. Personne d'autre, à part ses concepteurs, l'ont vu. Ça va ressembler à ça, une fois que ça sera publié. Et ça viendra enrichir à la fois la version 4.6, mais surtout, ça viendra dans la version 5 dont on a parlé. C'est une interface, comme je le dis, qui est importante parce que souvent, elle est utilisée par les développeurs pour vérifier leurs données, vérifier les requêtes qu'ils font, mais aussi, elle est utilisée pour enseigner. Alors, Selma l'a dit, on a un certain nombre d'actions vers l'enseignement et la formation dans P16. Je vais en mentionner quelques-unes. On
En plus des formations que nous, on peut donner en université en Master 2, on intervient dans une école qui s'appelle le DSTI, le Data Science Technical Institute, depuis 2015. C'est la GUI de Corez qui est utilisée pour ça. Et on a formé environ 1000 étudiants sur les 2 campus, Sophie-Politain et Parisien, aux technologies du web sémantique et des graphes de connaissances à travers cette interface. Il y a aussi 3 MOOC qui existent, qui eux aussi utilisent ces capacités. Et puis, ce qui a été complètement fait cette année passée, là, c'est de développer le programme de formation à travers INRIA Academy, comme Selma l'a mentionné. Et donc, notamment, cette année, on a fait 8 sessions avec Orange et L'Oréal, et on a formé 80 ingénieurs à ces technologies, aux différents langages dont j'ai parlé, et à leur utilisation avec Corez. Autre évolution qu'on a fait dans Corez cette année, on a intégré, notamment avec le travail de Rémi Serres, une évolution du W3C, un nouveau standard qui s'appelle RDF Canonical, qui permet de canonicaliser un graphe. Pourquoi c'est intéressant? On a entendu parler de sécurité ce matin. Dès lors qu'on a des données sous forme de graphe, on pourrait être intéressé pour les signer. Et qui veut signer, il veut d'abord canonicaliser son graphe. Et donc, il existe maintenant une façon standard de canonicaliser un graphe qui s'appelle RDFC ou W3C. Ça a été standardisé. Et le processus de standardisation au W3C suppose qu'il y ait des implémentations. Et Corez en est une. Grâce à Rémi, on a une implémentation qui a commencé en 2024 et qui s'est terminée l'an dernier, qui fait maintenant partie de la version 4.6. Et qui permet, en utilisant Corez, de canonicaliser un graphe pour ensuite le signer, par exemple, dans le pipeline de données. Autre évolution, on a facilité pour l'adoption toutes les procédures d'installation. Donc maintenant, il existe des procédures d'installation très faciles et très naturelles pour sous tous les systèmes d'exploitation, que vous soyez Linuxien, Mac'eux ou Windowsien. Vous allez trouver tout ce qu'il faut pour déployer, notamment pour 2 des méthodes les plus faciles à déployer, que sont la version commande et la version GUI de Corez. On supporte maintenant ces déploiements. Il y a, dans la version commande de Corez, on a non seulement finalisé cette version en incluant toutes les features de Corez, c'est-à-dire toutes les capacités que je vous ai mentionnées, charger du RDF, le valider, le requêter, faire des inférences dessus. On peut le faire maintenant avec le mode commande de Corez. Et en plus, on a intégré une demande sur cette version, qui est d'avoir une version très très verbeuse, qui permet de savoir qu'est-ce qui se passe dans l'échange, dans les interactions avec le moteur Corez. Anna, que j'ai vue ce matin dans la salle, a travaillé aussi sur la version PyCorez, qui est le packaging en Python de Corez, pour avoir une interface très intuitive qui permet de facilement accéder à l'API de Corez et qui permet aussi du coup d'intégrer Corez dans un pipeline de data science directement en Python. Donc, je vous ai mis des exemples de sa documentation là. Et puis il y a plein d'autres choses qui ont été faites sur la version 4.6. Je ne vais pas vous ennuyer avec cette partie-là. Disons qu'on a maintenant un pipeline d'intégration continue et de publication avec une automatisation complète de tous les tests, et du packaging et du déploiement, et une automatisation des releases sous GitHub, Maven Central et FlatHub. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire parce qu'on est dans P16, qu'on a un soutien complet pour passer une marche en termes d'industrialisation et de qualité de notre code. Et puis aussi parce qu'on s'inspire de bonnes pratiques. Donc on a honteusement copié la façon dont scikit-learn se documente, parce que c'était vraiment très très bien. Et donc du coup, on a l'équivalent maintenant pour Corez. Et à nouveau, des gens comme Rémi, Anna, Pierre ont travaillé sur la documentation de tout ce nouveau... cette nouvelle version de Corez. Enfin, on a complètement refait le repository GitHub en modularisant, et ça, en migrant tout notre code vers ça pour préparer la version 5 de Corez, qui est le gros morceau qui nous occupe depuis le début de l'année, et qui va nous occuper jusque probablement mi-2026, qui est une refonte complète du code de Corez. Alors pour faire ça, on a eu besoin de l'aide d'une autre équipe à l'INRIA. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant, je voudrais m'arrêter sur ce transparent-là. Souvent, on met le transparent au début en disant on a travaillé avec cette équipe-là, il passe trop vite. Donc je l'ai mis au milieu, comme ça on est obligé de s'arrêter là.
Ça, c'est tous les gens qui travaillent actuellement, vraiment, profondément, à préparer cette version 5 de Corez. Donc j'en profite pour les remercier, parce que c'est eux qui, au quotidien, travaillent dessus. J'ai mis les logos aussi pour montrer qu'il y a vraiment un travail de collaboration. Bien sûr, l'INRIA, je l'ai dit, soutient Corez depuis 1999, donc merci à l'INRIA, très clairement. P16 a vraiment aidé à ajouter toute une partie ingénieur pour passer les marges dont j'ai parlé. Mais en plus, Probable s'investit vraiment dans ce travail et en particulier nous explique quelles sont les attentes ou les priorités dont ils ont besoin, les priorités qu'ils placent pour aller vers une industrialisation. Donc merci à tous. Comment on prépare la version 5 de Corez? Eh bien, d'abord, on essaye de faire un état des lieux, parce qu'il y a quand même un gros code qui existe depuis très longtemps. Et dans ce cas-là, on va chercher des gens comme Nicolas Anctil, qui est au fond de la salle, et qui a un outil dans son équipe qui s'appelle Moose, qui est un outil d'analyse de code. Et ça nous permet de faire de la rétro-ingénierie, de l'analyse de notre code, pour voir ce qu'on a accumulé sur ces 40 années cumulées de développement, qui ont commencé en 99, donc avec des choix qui parfois peuvent dater. Comment on démêle ce plat de spaghetti et on refactorise et on améliore à la fois la modularité de notre code, la qualité du code, mais aussi les performances du système. Donc ce que vous avez à l'écran, ce sont des rapports, des exemples de rapports que Nicolas nous a fournis en travaillant. Nicolas qui participe à P16, nous a fourni pour nous expliquer un petit peu comment il analysait notre code, là où il voyait des priorités à démêler, et là où on devait commencer à travailler en priorité. Et à partir de ces rapports-là, on a lancé tout le travail de réingénierie de Corez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une reconception complète de l'API, tout en ayant des wrappers sur les anciens modes de persistance qui nous permettent de continuer à avoir une version de Corez qui fonctionne. Une création des outils pour l'évaluation en fonction de tous les tests standards issus notamment des benchmarks W3C. Une réorganisation des modules pour le stockage, le moteur de règles, la validation, la sortie des résultats, les requêtes Sparkle, etc. Et puis, en ce moment, un travail qui se termine sur la reconception complète des parseurs et des sérialiseurs pour absorber et recracher de la donnée depuis Corez. Mais je m'arrête là, parce que Pierre va en parler en détail cet après-midi, donc c'est un spoiler, là, et il va descendre exactement dans chacun des modules pour vous expliquer les travaux qu'on fait. Alors, en parallèle de ça, on fait un certain nombre de travaux avec d'Exploratora pour voir comment tous ces travaux qu'on a sur les graphes de connaissances s'imbriquent dans les tendances actuelles de l'IA. Alors j'en ai choisi une qui va surprendre personne, je pense. Ce sont les modèles de langue. Donc les modèles de langue, j'ai l'habitude de dire que c'est un peu comme le sucre, maintenant on en met partout, avec des bons et des mauvais usages, et des bons et des mauvais côtés. Alors je vais essayer de me focaliser sur ce que nous avons identifié, et notamment en partenariat avec Probable, comme des bons usages ou des usages qui sont intéressants pour des applications industrielles. Et je mentionnerai aussi d'autres partenaires industriels qui ont témoigné et qui se sont investis dans ce développement. Donc les travaux dont je vais vous parler là sont des travaux qui sont un peu plus côté recherche, mais qui sont tous reliés à P16 et qui ont tous vocation à un moment ou à un autre à transférer un certain nombre de résultats vers PC. L'an dernier, je vous avais parlé d'un des premiers travaux qu'on avait lancé, qui était la capacité à extraire des graphes de connaissances à partir de textes. Donc dans beaucoup d'entreprises ou dans beaucoup de scénarios, on a des données qui sont dans des textes et on aimerait les récupérer. Par exemple, des données légales dans la base Légifrance. C'est un exemple classique qu'on a avec Berger-Levrault. Et donc, on veut pouvoir extraire ces données sous forme structurée, récupérer un graphe pour ensuite pouvoir les utiliser. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a entraîné des modèles de langage pour extraire ces données et plus précisément pour apprendre à utiliser un format cible, dire moi je me suis intéressé par récupérer toutes les personnes qui sont mentionnées dans ces données avec leur nom, leur prénom, leur numéro de téléphone, etc. Et à partir de cette cible, entraîner un système à faire cette extraction et récupérer en RDF le résultat. Et dans ce pipeline, bien sûr, Corez il est utilisé à la fois en entrée pour par exemple générer des exemples, entraîner le système, et puis pour valider la sortie, s'assurer et faire un retour ou de l'autosupervision dans certains cas.
Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque je vous avais expliqué toute la partie technique et scientifique l'an dernier, et puis qu'en plus, c'est terminé, puisque la thèse elle sera soutenue en décembre. Par contre, je vais insister sur un point, c'est que comme l'une des vocations de PCS, c'est de générer des communs numériques, la sortie de ça, c'est un open source qui s'appelle Castor, qui a été publié, qui est l'implémentation complète de cette méthode-là en open source, pour permettre à quelqu'un qui a une base de documents et un format de graphe, un pattern de graphe cible, d'entraîner un système à faire l'extraction. L'autre exemple que j'avais mentionné l'an dernier, qui était au début, j'ai vu Emma, bonjour Emma, qui avait été prototypé avec Emma, c'était dans le domaine de la chimie, où on s'était intéressé à entraîner un modèle de langage à traduire de l'anglais du chimiste, donc d'une question en chimie, vers un langage de requête structuré comme Sparkle pour répondre automatiquement sur des données qui couvrent à la fois des données de la littérature en chimie ou des données issues d'une expérience en chimie, un spectromètre de masse, comme on peut en avoir à l'université à Nice par exemple, où le spectromètre de masse de Nice sort des données maintenant wrappées en RDF. Et qu'est-ce qu'on a fait à l'intérieur? Eh bien, on a utilisé, une fois de plus, on a utilisé tous les langages du W3C pour représenter ces données, pour représenter les outils qui peuvent être appelés lors de la chaîne d'interrogation de ces données, et pour faire cette interrogation des données, c'est-à-dire on fait une forme de RAG, de graph RAG, c'est-à-dire on augmente la génération avec un certain nombre de données en entrée qu'on va chercher, et en plus de ça, notre sortie, c'est elle-même une requête structurée, Sparkle, ce qui permet de vérifier quelle est la requête et de vérifier les résultats et d'expliquer pourquoi on a les résultats, parce qu'on a posé en fait telle requête dessus. Eh bien, ça, une fois que ça a été validé, le premier prototype avec les chimistes, on est maintenant en train de généraliser à nouveau dans un open source qui s'appelle Gen2KGBot, ce générateur et exécuteur de requêtes Sparkle pour sortir du domaine de la chimie, qui soit utilisable dans d'autres domaines, et que ça devienne à nouveau un commun à l'intérieur. Et à nouveau, Corez est utilisé ici, notamment pour tout ce qui est la construction du contexte dans ce workflow-là, puisque en amont de ce pipeline, il faut être capable de dire au modèle de langage, eh bien, dans le graphe de connaissances, on parle de tel sujet, on utilise tel vocabulaire pour le guider vers une bonne génération des requêtes. Et ça, c'est Corez qui le fait. En travaillant sur ce scénario-là, on s'est rendu compte qu'une grosse demande dans plein de domaines, c'est de pouvoir générer des bases sur lesquelles on s'entraîne, parce qu'il faut pouvoir s'entraîner à faire cette traduction. Et donc s'entraîner, c'est-à-dire, ça veut dire avoir des exemples dans lesquels on a une question en anglais et une requête en Sparkle. Et ça, quelle que soit la base de données, que vous soyez en chimie, en météorologie, en légal ou choses comme ça. Donc il y a un enjeu à créer, ce qu'on appelle des Q2 sets, c'est-à-dire des question to query sets, qui donnent des exemples sur lesquels on peut s'entraîner. Et ça nous a amené à créer un nouveau logiciel open source qui, lui, est complètement dédié à la génération de ces Q2 sets. Donc, vous prenez un knowledge graph que vous avez quelque part dans un domaine, quel que soit le domaine, et vous utilisez Q2Forge pour générer des exemples synthétiques de questions-requêtes sur lesquelles ensuite vous allez pouvoir entraîner Gen2KGBot à répondre. Donc maintenant, on a tous les éléments pour bootstrapper un système. Et tout ça, on le fait en collaboration aussi avec Probable, parce que comme je vous l'ai dit, Probable a dans ses missions de contribuer à nos communs numériques, et parmi les communs qui migrent vers Probable, il y a Corez. Et donc, toute une activité que Probable fait actuellement, et je leur laisserai en parler plus tard, mais qui est exactement dans cette même veine et sur laquelle on a fait plusieurs ateliers cette année pour se synchroniser, c'est justement l'utilisation des graphes dans des processus de RAG. Alors, en bonne et due forme, Probable a décidé de commencer par se l'appliquer à soi-même, c'est-à-dire qu'ils ont pris comme scénario d'application la doc de scikit-learn, qui peut être conséquente, et donc ils ont entraîné un système, que je les laisserai en parler, qui permet de faire du question-réponse sur la documentation de scikit-learn, qui permet donc à quelqu'un de dialoguer avec un agent conversationnel. Et une des choses qu'ils ont regardé, et qui nous intéresse, c'est qu'on évolue aussi dans P16 avec eux, c'est quel est l'impact de cette approche quand il y a un graphe ou quand il n'y a pas de graphe. Est-ce que le graphe apporte quelque chose? Et si oui, qu'est-ce qu'il permet d'apporter?
Alors j'ai mentionné Probable qui est le partenaire privilégié, mais comme le rappelait Selma, on travaille avec beaucoup d'industriels. Donc je vais donner 2 autres exemples. Un gros industriel avec lequel on a travaillé toute cette année et qui lance deux projets. Alors il y a un projet qui a déjà commencé et un autre qui va commencer en novembre, qui est Berger-Levrault. Donc je ne le présente pas, Berger-Levrault, tout le monde connaît Berger-Levrault. Et donc avec eux, on a 2 collaborations. Une sur la génération justement d'un pipeline complet de GraphRag à partir d'un corpus lexical. Donc en particulier, on s'intéresse à Légifrance avec eux. Et puis le deuxième, c'est l'application de ces méthodes-là, cette fois-ci au domaine de la maintenance, pour générer des agents conversationnels qui aident à la maintenance dans un domaine. Deuxième exemple que j'ai choisi, c'est à le spectre opposé, c'est une toute petite entreprise, une start-up qui s'appelle Forgeron 3, avec lesquels on travaille aussi à la génération et à l'évaluation des RAG et GraphRag, notamment pour l'aide, par exemple, répondre à des appels à projets ou à participation. Et ce qu'on a fait avec eux, c'est justement de mettre en place un benchmark qui permet d'évaluer, pour une même question, quels sont les apports des méthodes classiques de RAG et quel est l'impact de l'injection d'un graphe à l'intérieur. Donc, je vous ai mis une capture d'écran là où on peut voir que, par exemple, dans certains cas, le graphe va permettre d'avoir des réponses beaucoup plus détaillées et beaucoup plus documentées. Voilà, donc c'est mon avant-dernière transparence. Je ne sais pas du tout où j'en suis au niveau temps. Ça va ? Perspective pour l'an prochain. Donc, sans surprise, la V5. C'est le gros morceau pour l'an prochain. On veut sortir la V5 de Corez dans sa version améliorée en termes d'architecture de code et de performance. On veut intégrer la GUI qu'on a maintenant en prototype dans la release pour l'utiliser dans toutes les actions de formation notamment. Le mode serveur est de plus en plus demandé. Il y a beaucoup de gens qui demandent le mode serveur pour l'intégration, donc je prédis, et là je prends la responsabilité parce que je n'en ai pas parlé avec l'équipe encore, mais je prédis que ça va devenir une de nos priorités. Et puis il y a deux éléments qui sont un peu les tendances extérieures. Le W3C se prépare à sortir la version 1.2 de RDF, et donc il faut que nous nous préparions à l'avoir complètement implémenté dans la nouvelle version, avec des nouvelles capacités dans la représentation des graphes qui sont très intéressantes et très demandées en industrie. Et bien sûr, toute la tendance autour des GraphRag que je vous ai présenté là en termes des premières contributions, mais qui va devenir un des éléments centraux et aussi qui va poser une question de comment on prépare Corez à être le plus utilisable et le plus intégrable possible dans des scénarios de GraphRag. Alors, je vais abuser de vous, je vais en profiter que j'ai votre attention en otage pour mentionner un dernier sujet qui est un peu transversal à tout ce que je vous ai dit, parce que je ne voudrais pas vous laisser sur l'idée qu'on ne fait que de la science pure et de la technique pure, et qu'on vit hors sol de la société. On s'intéresse aussi aux impacts qu'on a, et donc il y a un des sujets que je porte maintenant en parallèle de tous les travaux qu'on fait sur les graphes de connaissances et en IA ces dernières années, c'est l'impact sociétal qu'a le couplage de l'IA avec le web. Bon, je ne suis pas le seul, hein, le W3C a communiqué à plusieurs reprises ces dernières années sur le fait qu'il s'intéressait à l'impact de l'IA sur le web. Mais par exemple, on a pris position dans un certain nombre d'articles, donc 2 articles à AAAI à IES en 2024 et 2025, sur la captation de la connaissance, de l'attention, captation de l'attention sur le web avec des méthodes d'IA qui nous inquiètent. Hein. Le couplage de l'IA et le web, ça veut quand même dire qu'on met au contact les dernières technologies de l'IA avec 3 milliards d'utilisateurs directs. Pour rappel, la Chine, c'est 1,5 milliard. Hein, donc voilà ce qui se passe. Et donc on a un devoir de prendre un pas de recul et de regarder quel est l'impact qu'on a. Et celui qu'on a choisi avec Franck, là, qui est co-auteur, c'est le fait que ces techniques sont de plus en plus utilisées pour capter notre attention et nous garder dans des boucles infinies. Il suffit de prendre le métro le matin à Paris pour voir ce que ça donne. Essayez de croiser un regard. Ils sont tous captés. Et ça m'inquiète. Ça m'inquiète d'abord parce que je pense qu'il
il faudrait qu'on ait vraiment une réflexion sur qui a le droit de piller notre attention et pourquoi. Mais en plus parce que, je vais peut-être provoquer, je pense que c'est une question qui est presque plus importante que les problèmes d'écologie ou de démocratie actuels. Donc là, je sais qu'il y en a plusieurs qui me fusillent du regard d'un seul coup. Pourquoi je dis ça ? Parce que ces questions d'écologie ou de démocratie, elles sont extrêmement importantes, n'est-ce pas ? Elles requièrent notre attention. Mais si on n'en dispose pas, on ne pourra pas se poser la question. Si notre attention elle est captée par ailleurs par des choses plus futiles, on ne pourra pas se poser cette question-là. Et donc je pose ça comme un préalable de récupérer notre attention à pouvoir la poser sur les sujets qui nous importent ou qui devraient nous importer, plutôt que de la laisser être pillée par un certain nombre d'acteurs qui ont très bien compris comment utiliser les dernières technologies de l'informatique en général, et en particulier celle de l'IA, pour capter et garder notre attention et la monétiser. Et je vous laisse là-dessus, et je répondrai à vos questions, j'imagine, à la pause. On continue avec Gaël Farouko, qui est co-directeur scientifique de P16. Périlleux exercice du vidéoprojecteur. Great. So I'll speak in English. Not everybody understands French well, and I think being European is important. I want to give a very different talk, mostly different. I want to talk about vision. I want to talk about big picture. I'm not really going to get in the technical details. I'll leave it to mostly the people working on this. So I want to take a step back. I want to talk about the P16 project, and why it's important, and how we need to get there. And first I want to talk about the scope of the project. So Data Science Commons, we had a letter by the government many years ago that defined the scope, and the scope, as it's in the title, is that of digital commons for sovereign AI. And indeed, I also want to be not funny, and I want to say why it's important. We currently have a raging war not very far from here. It could come here. I'm not sure everybody realized, but it could come here very soon. So the war in Ukraine, AI and data science are central to this. It's a new kind of conflict where drones are absolutely crucial. So there's this aspect, and then on the other side of the Atlantic, and I partly grew up in the U.S. I'm very worried about what's happening, and I think that IT, data science, AI, you name it, is threatening society there via. As Fabien last time was mentioning, via basically influence campaigns on the web, but also more recently, we've seen, even though people didn't talk too much about it, we've seen that the teams did a power grab on the data of taxes and social security, and if things go bad, this data will be used to oppress people. Okay, so this leads us to sovereignty, right?
So sovereignty, what do we mean by this? We don't mean autonomy. We're not going to be living on an island. We're not going to be building everything by ourselves. We do mean, however, a balanced relationship, balanced exchange from an economic perspective. And we need this to enforce regulation. We think of Europe and France. I'm worried about the negative trade balance, in particular in our digital products. Software is eating the world. This is not new. The software economy is increasingly important. We do everything with software. But too often, it just means we're buying it from abroad and we're not selling a lot of software. We are a bit, Dassault Systèmes, but that's not going to be a huge part of the economy, of the digital economy. And then, if we take even a step back, and we're not going to address this here, but we don't really do any chips in Europe, at least not the important chips. And this is a major Achilles heel, which of course we're not going to solve today, but we need to keep these things in mind. In case things go bad, in case things go really bad and we end up with major conflicts, this could be disastrous. Let's just keep it in mind. And I want to stress that regulation will not solve the game. People I work with in political economy consider that regulation is a game for regulatory capture. This is a consensus in political economy. Regulation is there by the powerful to impose their will on the non-powerful. It's an absolute consensus. It's not applied if you're not part of the game. This is Le Monde, right? It's not me saying it. So, brings us back to P16. We need to build digital frameworks that we can operate independently. This is what we're here for. So open source. I was very happy to see that open source is now mainstream, at least people talk about open source. It's crucial because it enables innovation, and innovation is the Nobel Prize in Economy yesterday likes to say is important because this is what allows us to stay part of the game. It's important because it decreases vendor lock-in. It levels the playing field. By this I mean that small actors maybe can also be part of the game and not only big actors thanks to open source. This is crucial. Someone likes to say that France is still has dreams of empires, but we're no longer, one of the biggest countries in the world. We are a small player, especially in digital economy. As a consequence, we need open source. And importantly, this needs to be commons. It's also part of the P16 scope. We're not doing this alone, and this is one reason why I'm talking in English. We need to solve this via communities, both communities of individuals and communities of states. We need to work with Europe, with Germany, but also with the whole world. Okay, open source will not suffice. This is a capture game that happens all the time. Via infrastructure, mostly. Software, owning the main point of entry, the platform game. Hardware, it's back to chips. Clouds and GPUs. Currently, we're really losing the game on compute. We're not really producing chips. And then there is the very, very important aspect of network effects. So I keep doing video calls on sovereignty where I am imposed by government agencies to do the call on Microsoft Teams. There's no other option. And I am requested to send in PowerPoint slides. I can always, I can be using Linux and, typing my commands in the terminal, as you just saw. It doesn't really matter. I live in an environment. So those network effects are extremely important. It's not only a bunch of open source developers with ponytails doing good code that will solve the problem. Okay, back to P16. The scope maybe. P16 is about data science. That's our scope. There are other projects in the national strategy
of AI. So it's not only about text and images, it's about tables and relational databases and graphs, as we've just seen. It's about statistical thinking, so things like causality and insights, and not only about automating and reasoning. And while artificial intelligence captures the conversation, those aspects are absolutely crucial for our industries, whether they're digital industries or traditional industries. Those are tools that we need to build an industrial environment. All right, that was the vision. How do we get there? And here, you know, maybe I'm kind of speaking to P16. I'm speaking to us. You know, this is what I think we need to keep in mind while we're moving forward. First, we need to go beyond the lab. I'm sorry to say, but it's mostly not about the research. Research is useful to get us understand things, and once we've understood things, we may often throw away a lot of the work that we've done. What we really need to stay relevant, to actually answer those challenges of sovereignty, of keeping an economy, a digital economy, is that we need users. So we need to understand what problems they have, how can we help solving them, and we need to accept the fact that those users are busy, tired. They don't have time to go in details of a too technical solution. So what it boils down to is that we need to target the right questions and to simplify the answers as much as possible. And if we achieve this with our technical understanding or DNA that comes from research and from technical problems, if we are able to simplify good answers to the right questions, then we will stay relevant. We will drive a digital economy. P16 is also about ecosystem. We're not going to, and we knew it from the start, we're not going to do it by a single team in a single package. We need a bunch of packages that work together. And here we need to think about the scopes of the different packages. A scope is a user story that sticks in a brain. It needs to be simple enough for people to understand what the tool is for. So one advice I have for people is work on your tagline. Be able to explain with a simple sentence what problem you solve. And then, we're working at an ecosystem level, so we need to think about how the different packages play together. And, if you're trying to organize ID, there's a principle that's called, trying to be mutually exclusive and collectively exhaustive. The MECE principle. Of course, this is not fully going to work for an open source ecosystem, but it's still interesting to understand this. How do we play together? And for this, we need to consolidate rather than scatter. Because once again, users can only remember a small number of things. And you also, you may be an expert in one ecosystem, but if you move away from your comfort zone, then you also can only remember a small number of things. And then we can't, spread many packages because dependency chains are liability. And breaking things down is a liability from a security reason, but also you end up with satisfaction problems that are unsolvable because of conflicting dependency chains. So we need to work at the ecosystem and consolidate at the ecosystem. And I'd like to run a small joke, a small story with you. It's an old one. So imagine a circle that contains the human knowledge. As you're in school, you discover things. So you learn more and more things. You just keep understanding more things of human knowledge. And if you go to higher education, you start to specialize. And then you specialize a bit more. And you read research and you get to the edge of human knowledge. And then you do what researchers do.
is you focus, you push. I mean, this is true for research. It's also true for if you're doing a very technical software library. So you push, you push, you push, and you make progress, and you do a contribution. You know, a good algorithm, a good implementation, and you're happy you've done a contribution. But if you zoom out, right, you've done, you know, the knowledge is huge. Now, this is something I've borrowed from Matt Knight. I think this was an optimistic view. What we really have is a bunch of siloed fields or libraries or with, you know, contributions pointing in different directions. And quite often, if you're not a specialist in one of these things, you might need to combine all of them. And that becomes really hard because you're sitting in the holes between these things. So why did I tell this story? Because I think that crucial work lies at the interface, and it's often forgotten whether it's in research or in software. So between subfields and between packages, and I really think that, you know, in P16, I love it if we could do this work. I think it will push us further. So a few small thoughts on software engineering. I do believe in quality over quantity. I really think, you know, this is what works. This is what keeps users. At the end of the day, everything is about managing complexity, both for the developer. You know, you have a growing code base. With a growing code base, it becomes harder and harder to maintain it. But also for the user. The user is also using many tools together and struggling with this complexity. We're basically limited by human minds interplay. And I believe that to simplify, to be able to actually overcome this complexity, we need to do things like teaching and communicating. And it's extremely important. So I really hope that, and it's not that I hope, P16 is doing this, and I'm looking forward to more of this. Now, I realize, I think that no one during the day is talking about the things we've done in scikit-learn over the years, so I added last minute a slide on this. It's a very short summary, but yeah, so things have been happening, and I can give you a few directions of things that are happening. So something that's very technical, but a keyword will get people excited. We're increasingly supporting different runtimes. We're using a very technical tool that's called the Array API in the Python ecosystem. This is increasingly enabling us to support GPUs. Now, the minute I say this, everybody's excited. I'm personally not that excited because it's back to the chips problem. But anyhow, it's there, and sometimes it is leading to huge efficiency improvements, which are very welcome. Another thing I'm more excited about is that we're increasingly supporting free-threaded Python. What free-threaded Python means, it's incredibly technical, but it means that the Python ecosystem, the broader Python ecosystem, is increasingly able to use many cores efficiently. And I think this is extremely important because GPUs are rare things, but multi-core machines are very frequent things. GPUs are specialized things that are useful in gaming and AI. Any web server comes with 20, 40, 80 threads. And increasingly we're going to be able to use them well. We've been working, as we always do, on better solvers and better models. We've improved things like the solver for the logistic regression. That's old, boring models from decades ago that is still the most used model. We've added missing value in extra trees. I think that's incredibly useful. We're improving the statistical validity of everything there is in scikit-learn. For instance, we have well-controlled sample weights, which are very important to implement all kind of corrections, for instance, for confounding factors. We've improved calibration of multiplus classifier. All those things I've listed are kind of technical things that I guess most people don't see. They're incredibly important. This is what makes a package reliable. Now, something that people do see is that we're getting better user experience.
in all kind of different ways. One thing I'm really excited about is that if you work interactively with scikit-learn, you have estimator views that are, little views. They're increasingly interactive. You can expand them to see when you have nested estimator, which happens quite often. Then you can dig in the nested estimators. Then you can expand the parameters. This is new. You can expand the parameters of a given estimator, and then you can hover on the parameters. And what you can see is that you see well, you can't see because it's too small, but you can guess. You see the description of each parameter is actually got the relevant information from the documentation. And all these are links, and you click and you land on the documentation. I think those things are incredibly important. Okay, I wanted to keep it short, so I'll wrap it here. I really think that data science commons are more important than ever. What we need to do, I believe, in P16 is to enable data science further mainly. This is crucial for our own future. We need to form an ecosystem, and we must target an integrated user experience. And I'm very, very happy with the inclusion of the various packages that are joining us. I think this is crucial for us. Thank you. On repasse en français. D'ailleurs, je ne sais pas si tu avais prévu de le faire en français ou en anglais, peu importe. Et donc, c'est Yann Léchelle qui va prendre la parole pour Probable, nous parler du bilan perspective de Probable. Merci Selma. Bonjour à tous, ravi d'être là, donc 1 an après, voire 2 ans après, puisque Probable a été créée, l'entreprise elle-même, il y a exactement 2 ans. Mais je vais remonter un tout petit peu plus loin, il y a 2 ans et demi, lorsque Gaël Varocco et François Goupil, ici présents, sont venus me chercher pour ce fameux projet P16. La question se posait de savoir comment est-ce qu'on pouvait extraire cet actif particulier, très singulier, scikit-learn, en tout cas la valeur de scikit-learn, pour en faire un objet qui, lui, deviendrait pérenne sur le marché commercial. Donc c'est particulier parce que c'est un framework, scikit-learn, sous licence BSD 3, Clause 3. C'est-à-dire que c'est un framework extrêmement permissif. Et on a 2 possibilités. On peut suivre ce qu'a fait MongoDB, c'est-à-dire violemment changer la licence et se dire maintenant tout le monde passe à la caisse. Ou alors on se dit non, scikit-learn est une technologie qui appartient au patrimoine national, parce que la marque appartient à INRIA, et c'est quelque chose qui est quelque part très français, même si c'est une communauté de développeurs à travers le monde qui a contribué, mais le barycentre était bien évidemment au sein d'INRIA, donc payé par le contribuable français, très largement, mais aussi des partenaires. Donc on peut discuter de cette filiation, mais le framework est utilisé par tout le monde. Bruno Bonnel, reprenez les notes, je pense qu'il a mémorisé par cœur, ce qui est assez impressionnant. Il disait 35 millions de téléchargements par mois. Alors, je ne sais pas si Loïc Estève est ici, on va reparler des statistiques. Donc 35 millions de téléchargements par mois, c'est effectivement le nombre de téléchargements par mois lorsque j'ai rejoint le projet. Eh bien, ce n'est plus du tout ça. Il s'agit de 110 millions aujourd'hui. En fait, 2 ans plus tard, on est à 110 millions de téléchargements par mois. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en cumulé, on est à 2,5 milliards, alors que nous étions à 1,5 milliard. Alors ce chiffre ne veut absolument rien dire. Parce qu'il n'y a que quelques millions de data scientists dans le monde. Donc comment est-ce que quelques millions de personnes peuvent générer des milliards de téléchargements? C'est parce qu'ils sont téléchargés de manière automatique, répétitive, etc. Ce qui importe dans cette statistique, c'est que nous sommes sur un objet qui est adopté de manière massive. Et comme le disait Gaël, on est sur un objet qui permet de créer de l'autonomie par le commun numérique. Donc cette autonomie, elle est fournie avec un curseur. Cette souveraineté, elle existe au niveau parfois de l'individu, parfois au niveau de l'entreprise, parfois au niveau de la nation. Donc ça offre des options supplémentaires. Et donc scikit-learn, vous l'aurez compris, est une technologie qui est significative au niveau planétaire. Et donc notre choix, c'était de dire, nous allons considérer que cet actif, cette communauté est stable, est mûre, elle bénéficie d'un actif et on va l'entretenir.
en tant qu'entreprise, la question se pose ensuite, quel business model? Donc si on reprend la séquence, il y a 2 ans et demi, nous nous posions la question de quel véhicule créer. Il y a 2 ans, nous créions le véhicule Probable, avec une particularité, entreprise à mission. Pourquoi? Parce que cette mission qui était confiée à Inria par le biais du projet P16, il fallait bien la faire descendre dans le véhicule pour que l'on puisse transcender l'objet dans le monde commercial. Donc entreprise à mission de souveraineté industrielle et numérique, tel était le projet. C'est un projet extrêmement ambitieux parce que la plupart des entreprises, notamment start-up, existent dans un monde néolibéral, extrêmement fluide, extrêmement violent, et ce sont les entreprises qui elles-mêmes font partie d'un filtre, d'un tamis, et les capitaux risqueurs, et eux disent celui-ci j'aime bien, celui-ci j'aime pas, il va au tapis, etc. Notre projet est très différent. On commence avec un actif majeur, une entreprise qui va être responsable de développer cet actif de manière commerciale, avec des financements d'État, bien évidemment, SGPI France 2030, mais aussi d'autres, parce que l'idée c'était d'associer des capitaux privés. Donc il y a 2 ans, nous créons l'entreprise. Il y a 1 an, l'équipe est complète, parce qu'il a fallu un certain temps pour extraire les personnes de l'équipe. Donc je salue ici, en tout cas, les 13 autres cofondateurs avec moi. Si vous êtes cofondateur, levez la main. Je pense qu'on a facilement 2/3 des effectifs ici. Donc les cofondateurs sont nombreux. C'est assez singulier puisque nous sommes probablement une des startups avec le plus de cofondateurs. Encore une particularité. Et puis, on a développé évidemment, au-delà de ces cofondateurs, des équipes pour développer des objets au-delà de scikit-learn, puisque l'objectif était de créer une entreprise additive, un petit peu comme Red Hat. Et avec Gaël, souvent, on a pris ce modèle d'entreprise qui, à la fois, continuait de déverser du code dans les communs, c'est-à-dire du permissif, on parle de Linux, mais aussi développer un business model avec des solutions à valeur ajoutée par-dessus pour l'entreprise. Et donc Red Hat est typiquement le type d'entreprise qui fait du COS, Commercial Open Source Software, de manière additive par rapport à des communs. MongoDB, c'est peut-être l'anti-exemple, qui a été plutôt soustractif. Les deux fonctionnent très bien. Red Hat a été vendu à IBM pour 34 milliards, MongoDB vaut 40 milliards. D'autres entreprises dans cette tendance-là, par exemple Databricks, vaut 100 milliards. Donc c'est tout à fait possible de transcender un objet open source. Il y a 2 manières de le faire, une manière un petit peu soustractive, et je pense que Probable est véritablement ancré dans l'approche additive. Et donc, il y a 1 an, nous étions presque au complet, c'est-à-dire tous les cofondateurs, avec des équipes en charge de développer des nouveaux produits. Et on parlera aujourd'hui de Score, qui est notre produit commercial, qui vient compléter et qui vient augmenter scikit-learn pour apporter des solutions très concrètes, très opérationnelles aux entreprises qui deviennent clientes. Donc cette équipe aujourd'hui, d'autres personnes dans la salle qui travaillent chez Probable et qui ne sont pas fondateurs, sont des employés qui ont rejoint l'entreprise depuis, et nous sommes 30 aujourd'hui. Donc 1 an plus tard, nous avons déployé le capital qui était un capital de pré-amorçage, on appelle ça du pré-seed. Donc on a levé quelques millions d'euros qui ont permis de recruter et de commencer à poser les bases de notre business model et de nos développements de produits à valeur ajoutée, au-delà des communs sous-jacents. Donc aujourd'hui, nous sommes en phase encore de développement, mais Score commence à exister, donc j'ai hâte d'entendre mon collègue tout à l'heure qui va présenter la solution. Score est accompagné par d'autres offres qui sont le support commercial. Nous avons également la certification qu'on a évoquée tout à l'heure. Nous avons aussi embarqué des partenaires industriels qui, eux, veulent soutenir scikit-learn. Donc, on a une banque, Chanel, ça a été annoncé, et bientôt des acteurs qui, eux, font des puces, qui sont très intéressés par scikit-learn, puisque scikit-learn, quelque part, les aide à vendre des puces. Donc, ça vend du compute. Donc, Probable est une entreprise qui est aujourd'hui, 1 an après, positionnée dans l'écosystème du calcul scientifique autour de scikit-learn, mais on s'assure aussi de pouvoir composer avec la dynamique et la demande autour de tout ce qui est modélisation des données par le biais d'algorithmes. Donc scikit-learn est une manière de faire de l'algorithmie sur des données tabulaires. Il en existe d'autres. Et il y a aussi ce sujet du deep learning et de la Gen AI qui vient
se mélanger délicieusement et de manière extrêmement complexe, pas forcément évidente, mais il faut qu'on soit dans cette dynamique-là. Donc aujourd'hui, l'entreprise travaille ce produit Score qui vient encapsuler Scikit-learn, mais qui ne se limite pas à Scikit-learn. Et d'ailleurs, on travaille aussi déjà à l'intégration de Scrub dans cette image complète. Parce que les entreprises ont un véritable challenge. Et aujourd'hui, on se dit, oui, l'IA générative va tout chambouler, va manger le monde. Alors la citation de Gaël tout à l'heure, c'est « Software is eating the world ». Et la citation de Jensen Huang, c'est « AI is going to eat software ». Donc l'inférence, c'est « AI is going to eat the world ». La réalité, c'est que les entreprises sont loin du compte, parce qu'elles n'ont pas encore rangé leur maison. Et là, je me tourne vers Fabien, puisque c'est un sujet de la donnée, encore une fois. C'est-à-dire que tant que les entreprises n'ont pas véritablement organisé leurs données d'entreprise, eh bien, elles ne vont pas pouvoir adopter la data science et ne vont pas pouvoir mettre en œuvre des modèles qui impactent le top line et la bottom line. C'est pour ça que Score, c'est un produit qui va aider les entreprises à travailler leur méthodologie et leur capacité de faire de la science des données et de développer des modèles qui auront un impact, encore une fois, sur le top line. Top line, ça veut dire augmenter leur chiffre d'affaires, ou le bottom line, c'est-à-dire augmenter leur performance et leur marge. Donc les entreprises recherchent véritablement cette performance, et les modèles ne sont pas qu'une vue d'esprit, mais plutôt un outil de performance économique. Donc c'est sur ce quoi l'entreprise Probable se positionne. Et pour ce faire, eh bien, nous avons besoin de capitaux. Donc, le SGPI, dans sa stratégie nationale pour l'intelligence artificielle, avait alloué un budget global pour P16, une partie pour INRIA, qui a été décidée d'un côté, et une partie pour Probable. Et dans le format que nous avons proposé, eh bien, l'État rejoignait le capital de l'entreprise. L'État devenait coactionnaire. Donc, si vous payez vos impôts en France, ici, eh bien, vous êtes indirectement coactionnaire de Probable. Ça, c'était pour la partie genèse. Et le modèle invitait les capitaux privés à co-investir à côté de l'État. Alors, ce modèle était un peu théorique à la base. Il y a environ 1 an, on avait un modèle qui était théorique dans le sens où Probable est une entreprise assez particulière. D'ailleurs, je me souviens très bien que le déontologue d'INRIA se posait la question: avons-nous le droit de permettre à des chercheurs, à des employés d'INRIA, qui sont donc des fonctionnaires parfois, avons-nous le droit de leur permettre de rejoindre une entreprise privée, être cofondateur, sachant qu'en général, dans le monde de la recherche, eh bien, le chercheur vient avec ses brevets. Où est le brevet ici? On est sur du code libre. Eh bien, figurez-vous, le déontologue dit « je ne sais pas, il n'y a pas de jurisprudence ». Et oui, nous sommes dans des cas particuliers. Donc il a fallu essuyer les plâtres pour permettre ce transfert effectif d'une propriété intellectuelle qui n'est pas classique au sens des brevets, parce que le code, lui, est déjà en licence BSD3, donc c'est trop tard, et tant mieux, et d'ailleurs c'est une des raisons de son succès. Mais la marque elle-même ne fait pas partie du champ des actifs transférables dans le monde de la recherche. Donc il a fallu inventer tout un schéma et se donner une ambition pour créer quelque chose d'assez unique, d'assez hybride. Donc Probable est une entreprise qui a réussi cette extraction première. Mais la deuxième transformation qui est en train de se passer en ce moment même, c'est celle de convaincre les actionnaires privés institutionnels. Pas évident du tout. Parce que, encore une fois, les capitaux risqueurs, eux, ce qu'ils aiment bien, c'est mettre un tout petit peu d'argent en seed pour sélectionner les projets qui vont passer à l'étape d'après, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, pour ensuite remettre plus d'argent, en prenant encore plus de parts de l'entreprise. Or ici, nous sommes sur une entreprise avec 30 personnes, avec un projet qui est déjà plus grand que cette pièce, avec 14 cofondateurs, l'État au capital. Et donc la question était, comment est-ce qu'on arrive à se baser évidemment sur l'actif sous-jacent, créer un nouveau produit qui commence à répondre au canon d'identification des dossiers capitaux risqueurs, c'est-à-dire que, encore une fois, n'oublions pas, ici dans le monde de la recherche, on a l'habitude de trouver un financement et juste en face mettre des ressources. Le capital risque, ce n'est pas du tout ça. C'est je mets 1 euro, j'attends 10 en retour.
Et donc, on cherche un modèle économique qui soit extrêmement puissant. Et c'est là que SCORE, pendant cette année, donc année d'anniversaire, on fait le bilan. Qu'est-ce qu'on a réussi à faire? Eh bien, on a réussi à convaincre les investisseurs de s'intéresser à notre potentialité commerciale par le biais de SCORE et du support professionnel. Donc, il aura fallu une année pour monter les effectifs, pour développer une solution qui, elle, va rivaliser avec les Databricks, Dataiku de ce monde. En tout cas, c'est la projection. Les investisseurs se projettent vers l'IPO. Ils se projettent vers un projet qui va véritablement générer ce qu'on appelle l'EBITDA. L'EBITDA, c'est la marge, globalement, la marge opérationnelle de l'entreprise. Et une entreprise est valorisée par un multiple de son EBITDA. Donc ce n'est pas tant les téléchargements qui comptent. Les investisseurs sont contre-fiches. D'ailleurs, la plupart des investisseurs ne comprennent pas l'open source. D'ailleurs, si on parle aux politiques, souvent ils nous disent « l'open source est assez ésotérique ». Et ils n'ont pas tort. Il faut bien distinguer le business model de l'actif sous-jacent open source. Ici, on parle de commun, et chez nous, ce commun s'appelle scikit-learn. La licence définit très clairement ce commun. Et je vous invite toujours à revenir sur le site de l'Open Source Initiative, opensource.org, OSI, qui liste les 200 licences commerciales de l'open source, que l'on distingue du logiciel libre, qui est lui strictement gratuit. Donc les licences de l'OSI créent des conditions d'un business model possible autour des communs numériques que sont l'open source. Donc pendant cette année, finalement, ça a été mon rôle, c'est de prendre mon bâton de pèlerin et d'aller voir les capital risqueurs en disant, vous savez quoi? Ici, nous avons les conditions d'une entreprise à l'ambition illimitée, mais qui peut valoriser, au-delà de scikit-learn, une technologie, des solutions et des services pour aider les entreprises dans leur adoption de l'IA. Et vous l'avez entendu tout à l'heure, on a des initiatives qui s'appellent Oser l'IA. Pourquoi? Parce que c'est essentiel que la France embrasse la potentialité de l'IA, non pas pour le militaire, je l'espère, même s'ils sont en train de le faire quand même, mais surtout au niveau du tissu industriel, parce que nous sommes dans une course commerciale, dans un monde qui reste globalisé, et donc les entreprises doivent adopter la technologie. Donc Probable est une entreprise qui va aider les entreprises, parce que parfois elles utilisent de l'open source en shadow IT, à l'intérieur de leur pratique, sans même consulter avec la DSI, mais parfois la DSI exige qu'il y ait une entreprise en face du commun pour pouvoir permettre un accompagnement, parfois même avoir du support, c'est une de nos offres, offrir du support. On discute aussi de LTS, Long Term Support, c'est-à-dire qu'on garantit qu'une version donnée d'un package soit suivie dans le temps. Parce qu'une entreprise pourra avoir une implémentation de la version X de Python et Y de Scikit sur une application stratégique, et donc elle aura besoin d'avoir une garantie, une assurance, que l'entreprise va y mettre des moyens pour garder une espèce de stabilité sur le long terme. Donc Probable est l'interface finalement avec ces entreprises qui ont besoin d'adopter l'IA au sens large. Donc ça, c'est notre proposition de valeur. Alors les capitaux risqueurs ont tous été intéressés par l'actif sous-jacent, mais ont attendu que nous avancions du côté du produit. Et lorsque le produit a été présenté aux entreprises, eh bien, nous avons eu globalement 200 logos qui sont inscrits dans la démonstration privée. Et ces entreprises nous ont envoyé un signal très fort que Probable, avec SCORE, commençait à répondre à des problématiques qu'ils avaient véritablement. Donc nous ne sommes pas encore en commercialisation de ce produit, ça sera pour 2026. Mais aujourd'hui, les investisseurs ont vu en nous une entreprise qui développe un produit, qui est un produit qui permettra d'engendrer du chiffre d'affaires pour répondre à des besoins d'entreprise. Donc on est dans le B2B Enterprise Business, avec le support, mais aussi avec les autres offres. Et que tout cela va se développer grâce au capital. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer, mais avec quelques détails seulement, une levée de fonds en cours pour Probable, qui sera significative, avec de très très beaux partenaires. Un partenaire industriel qui utilise scikit-learn de manière massive, un fonds d'investissement de premier ordre,
un autre fonds d'investissement très 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 qualitatif qui est très sensible au sujet. Mais je reviens sur le premier investisseur qui est rare en France et en Europe parce que les investisseurs en France et en Europe n'ont pas développé de thèse sur l'investissement open source. Il y en a très peu. On peut les compter sur le doigt de la main. Alors qu'aux États-Unis, il y en a de très nombreux qui ont développé une thèse et qui comprennent l'objet open source, c'est-à-dire les business models qui se construisent autour de l'open source. Parce que sinon, le business model par défaut des capitaux risqueurs, c'est le SaaS, Software as a Service. Et on revient à l'angoisse de Gaël, mais c'était aussi l'angoisse de Florent tout à l'heure. C'est cette question de lock-in. Le SaaS a une particularité, c'est qu'il crée du lock-in. Donc, il est aussi très pratique, c'est pour ça qu'il faut l'offrir aux entreprises. Mais lorsque nous sommes, nous, en France, Français, Européens, nos entreprises sont dépendantes toujours des mêmes fournisseurs, qui sont largement des fournisseurs américains, mais pas que. Ça veut dire que tous les flux partent à l'étranger. Et donc, on est en perte de souveraineté. C'était véritablement le sujet. Donc, le modèle open source, en version commerciale, Commercial Open Source Software, COS, est un modèle qui est en train de se développer et qui est en train d'être compris par certains acteurs du capital risque aujourd'hui. Et nous avons la chance de travailler avec un acteur qui a développé cette sensibilité et qui va rejoindre le capital de Probable. Donc dans les prochains jours, nous serons en mesure d'annoncer cette levée. Donc malheureusement, il manque quelques signatures. Donc aujourd'hui, finalement, je vais rester discret. Mais dans les prochains jours, nous annoncerons une levée de fonds, probablement la plus grosse levée de fonds en amorçage. Donc on est toujours en phase d'amorçage, seed, en France et en Europe certainement, pour une start-up qui est basée sur un framework open source. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Il n'y a pas de mauvaise nouvelle. C'est juste qu'il faut continuer de construire. Ce produit Score est un embryon qui va devenir une plateforme. On a d'autres offres associées qui vont développer le chiffre d'affaires, mais on a tout à faire. Donc c'est un rendez-vous finalement que je vous propose pour l'an prochain. C'est-à-dire que l'entreprise va évidemment lever les capitaux. Ces capitaux s'appellent un levier. Nous allons recruter avec parcimonie, mais l'objectif est véritablement de commercialiser ces offres, évidemment de devenir l'entreprise internationale que nous avons vocation de devenir, puisque Scikit-learn déjà s'adresse à un marché mondial, et Bruno Bonnell reprenait à très juste raison le fait que la Chine et les États-Unis sont de grands utilisateurs de Scikit-learn, plus que l'Europe, et la France ne représente que 3% des téléchargements. Donc on est déjà à l'export. Et si je reviens sur cette question de l'open, Probable, qui est une entreprise singulière, qui est une hybridation quelque part entre un objet qui était un objet du patrimoine public, on peut le dire comme ça, mais qui va le valoriser et créer un business model économique positif. C'est ce qui va permettre de maintenir Scikit-learn sur le temps long et donc de le protéger. D'ailleurs, Probable est responsable de la marque. Donc nous devons la développer, nous devons la défendre également. Parce qu'il y a des attaques juridiques aussi. Donc on doit avoir du capital pour le faire. Et c'est donc ce capital qui est nécessaire pour le faire dans la version la plus positive pour la société, c'est-à-dire une entreprise qui est performante commercialement, qui est performante financièrement, mais qui crée tout le long de sa vie des dividendes sociétaux. Et c'est ce que j'adore dans ce projet, qui est unique et qui me conforte, c'est que Probable est une de ces entreprises qui, comme certaines entreprises qui font de l'impact positif par l'environnement, eh bien Probable le fait par les communs. Probable développe tout le long de son cycle, en réinvestissant, des communs numériques qui sont des dividendes sociétaux. Et là, je reboucle sur la présentation de Gaël, parce que lorsqu'il y a plus de communs numériques, alors il y a moins de lock-in et moins de captation vers des acteurs qui ont concentré trop de valeur. Et ce n'est pas une critique des GAFAM. En soi, c'est plutôt de constater que même aux États-Unis, les GAFAM ont pris trop de place. Et si on revient aux années 60-70, IBM était dans la même situation. IBM aspirait
tout l'oxygène dans la pièce. Ce qui a d'ailleurs créé une réaction qui s'est appelée Richard Stallman. Donc action-réaction, il faut des contre-pouvoirs. Et des entreprises qui sont dans cette hybridation, en fait, sont un projet de société souhaitable. À nous, évidemment, de le faire correctement, à nous de s'assurer qu'elles sont utilisées à bon escient, mais au pire des cas, et ça c'est pour répondre aussi à la question de Florent, lorsque l'on crée des technologies qui sont maîtrisées par leurs utilisateurs, et la tagline de Probable c'est « Own your data science », donc on propose aux clients de les accompagner pour adopter la data science, mais aussi de la maîtriser. Il y a un double jeu de mots en anglais dans « Own your data science », c'est posséder sa science de données, mais aussi de la maîtriser. Et c'est ça notre message dans l'extension directe finalement de cette impulsion initiale qui vient du laboratoire de recherche. Si je peux me permettre, c'est un produit qui a été pensé par les chercheurs pour les chercheurs, mais qui finalement s'est retrouvé dans les mains de la planète tout entière. Pourquoi ? Parce qu'il y a un besoin de comprendre ces données qui sont des signaux et qui sont, encore une fois, on peut l'utiliser d'un côté comme de l'autre. Les technologies sont toutes duales, pour le civil, pour le militaire, mais avant toute chose, c'est pour éveiller les consciences. C'est un instrument qui doit éveiller les consciences. Et donc les communs numériques participent à une société qui est éveillée sur cet objet technique, qui est le numérique. Et le numérique n'a jamais été autant politique, parce qu'il structure le socle de la société. Et donc je trouve que le projet, déjà P16 en soi, a été merveilleux sur la reconnaissance d'un actif extraordinaire, et ce n'était pas trivial. Je pense que certains dans la salle ici ont participé à la présentation en interne de ce dossier P16 avec un actif comme Scikit-Learn. Ça ne devait pas être évident d'expliquer ce que c'était. Aujourd'hui, tout le monde l'a compris, tout le monde retient les milliards de téléchargements, c'est très bien. C'est très bien. C'est pas grave si c'est un proxy ou que c'est un chiffre, on appelle ça des vanity metrics. Ça sert à quelque chose quand même. Et je suis d'accord qu'il faut faire attention quand on l'utilise, mais il faut comprendre ce qu'il y a dessous, de la même manière que lorsqu'on développe des algorithmes d'intelligence artificielle, eh bien, on doit comprendre ce qu'il y a en dessous. Et le monde dans lequel nous rentrons est un monde qui va être challenging, comme on dit. Les entreprises vont déployer de l'IA, et si cette IA va prendre des décisions qui vont impacter le client final ou un individu, eh bien, la société peut se retourner contre l'entreprise en demandant des comptes. Pourquoi est-ce que l'algorithme a pris telle décision ? Donc, dans un monde européen, c'est plutôt de la compliance. Il faut se conformer à des règles. C'est un petit peu notre manière de fonctionner, c'est pas si mal. Aux États-Unis, il y a moins de compliance, mais beaucoup plus de liability. On attaque l'entreprise qui a créé un effet collatéral. Donc, de toute manière, l'entreprise doit maîtriser toute la chaîne de valeur et toute la chaîne de création de l'algorithme qui va, tôt ou tard, impacter le client final. Et donc c'est ça, la proposition Probable. C'est de s'inscrire dans cet accompagnement de l'entreprise avec les yeux bien ouverts. Eyes wide open, eyes wide open. Merci. Je vais inviter Gaël et Fabien à nous rejoindre sur scène. On va prendre quelques questions, si vous en avez pour nous quatre, n'hésitez pas. Pas tous à la fois ? Bonjour, merci pour ces présentations. Je vais commencer plutôt par une question technique sur les graphes de connaissances. Donc, une des applications, c'était les associer au RAG. Je voulais savoir s'il y avait d'autres applications aujourd'hui dans lesquelles vous utilisez les graphes de connaissances. Merci. Alors oui, là, quand je parle de graph RAG actuellement, c'est vraiment, on va dire, une des dernières tendances. Maintenant, si vous regardez un peu la distribution du nombre de communications sur les graphes de connaissances, ça commence dans les années 70. Donc on n'a pas attendu le RAG pour faire l'application.
Alors, il y a plein d'applications, notamment tout ce qui est dans l'urbanisation des systèmes d'information, parce que les knowledge graphs travaillent à 2 niveaux, on va dire. Je vais y aller très vite. L'intégration de données, quand on va représenter certains jeux de données à haute dimension associative, comme je l'ai dit. Mais c'est aussi de la métadonnée. Donc, ça permet de savoir, sans toucher forcément à vos données, vous pouvez les laisser dans un CSV, dans un JSON, dans un SQLMDL, ce que vous voulez. Mais faire de la métadonnée au-dessus pour dire à tel endroit dans mon entreprise ou à tel endroit dans mon organisation, il y a un jeu de données qui parle de ça. Il est en CSV. Et donc, ça permet aussi d'urbaniser le système d'information pour répondre à un des premiers besoins d'entreprise, c'est de savoir si on a de la donnée et si oui, elle est où. Donc, c'est une des premières étapes du désilotage, savoir que tel service a tel jeu de données et qu'il pourrait être intéressant dans tel autre service qui n'était même pas au courant que cette donnée existait. Et à partir de ça, alors là, il y a je vais me permettre de vous renvoyer à la présentation de l'an dernier, à l'ouverture, je crois qu'elle est en ligne, et, dans laquelle il y a une collection de témoignages industriels. Donc, j'avais parlé de Bosch, de Nokia, plein d'autres, qui expliquent comment ils ont appliqué ça en entreprise pour désiloter les données, connecter les jeux de données entre eux pour retrouver des liens, construire une pile AI unifiée au-dessus d'une vision unifiée des données, puisqu'une fois qu'on a standardisé l'accès à la donnée, on peut construire au-dessus, et plein d'autres scénarios. Je ne sais pas si vous voulez que je rentre dans plus de détails, mais... Bonjour, je suis Romaric Redon d'Anity. Je voulais poser une question. Là, j'ai beaucoup aimé déjà vous féliciter par rapport à tout ce que vous avez présenté. Le programme est vraiment magnifique. Sur le suivi des indicateurs et donc cette idée de vanity metrics, je trouve ça très intéressant parce que c'est pas évident de suivre ça. Une question très bête. Est-ce que le portail que vous avez développé est en open source pour qu'on s'en saisisse plus largement ? Donc le portail qu'on est en train de développer va sortir assez prochainement et il est effectivement, il sera en open source tout à fait et il pourra être réutilisé. On utilise la vanity métrique du téléchargement parce que c'est une métrique qui revient toujours, mais on tient quand même. Je ne sais pas sous quelle forme ce sera dans le dashboard, mais on va tout de même préciser les biais qui peuvent y avoir dans la lecture de cette métrique-là. Mais donc, pour répondre de façon courte, ce sera partagé en open source. Et peut-être un complément, c'est que c'est assez complexe d'aller chercher les métriques d'ordre second. Par exemple, il y a des statistiques sur GitHub qui parlent du nombre de packages dont dépendent une bibliothèque. Donc scikit-learn, c'est autour de 17 000, 18 000 packages. On est sur plus de 1 million de repositories sur GitHub qui dépendent de scikit-learn. Mais encore une fois, ça ne veut rien dire, parce que combien de ces repositories, de ces, non pas packages, mais projets, sont actifs? Parce que sur 10 ans, il y a peut-être 80% d'entre eux qui sont passifs, voire plus du tout maintenus. Et une fois qu'on retrouve ceux qui sont actifs, qu'est-ce que c'est que la définition d'actif? Quelle est la taille de la communauté? Est-ce que c'est un fork d'un projet avec une mise à jour qui est, elle, un miroir de cet autre projet? Donc en fait, c'est extrêmement complexe d'aller chercher la pertinence. Et dans une discussion que j'avais avec Olivier Grisel et Loïc Estève récemment, j'ai compris, moi j'ai une expérience qui est ancrée dans le cloud également, et la question se pose de savoir comment ces packages sont téléchargés et par qui, ou plutôt par quel process. Donc dans ma tête, j'étais plutôt sur des cron jobs, des répliques qui sont programmées une fois par jour. Donc mon proxy, c'était dire scikit-learn, 110 millions de téléchargements par mois, divise par 30 jours, ça me fait globalement mes quelques millions d'utilisateurs. Donc ça, c'est un proxy. En réalité, la discussion a très vite glissé vers les fonctions serverless. Et les fonctions serverless n'ont pas de tendance, en tout cas, à fonctionner avec cron job. Elles peuvent, mais pas forcément. Et ce sont des effets dominos qui vont déclencher les téléchargements dès qu'il y a un élément dans la chaîne de dépendance qui évolue, donc nouvelle version, et donc systématiquement, tous les packages sont retéléchargés de manière peut-être parfois inutile, donc ça crée des téléchargements qui sont parfaitement fictifs. Donc il faut bien comprendre
ce qui se passe en dessous, et encore une fois, ces outils vont évoluer, j'imagine, ça c'est une version 1.0, et il faut se poser des questions, toujours. Encore une fois, soulever le capot, comprendre, réveiller l'ingénieur en nous pour que la vérité éclate au plein jour. Mais le vanity metric, il est intéressant lorsqu'on le compare à lui-même à une période précédente. Ça, c'est toujours intéressant. Okay. Ouais, bonjour, Nicolas Brunel de Capgemini Advent. Donc on a développé la librairie MAPI en s'appuyant sur des communautés. Donc notamment une des premières communautés qu'on a rejoint et à laquelle on s'est confronté, c'était celle de Confiance.ai, donc qui est en train d'évoluer, qui cherche un modèle autour de la gestion du patrimoine de logiciels qui a été créé pour faire de la confiance au niveau national et international. Et je voulais savoir comment ces initiatives-là, pilotées par le GPI, se coordonnaient. Et vous, comment vous positionnez P16 par rapport à Confiance.ai et comment nous, dans l'écosystème, on peut accompagner le mouvement? Alors c'est une bonne question, je n'ai pas forcément la réponse. À un moment, on était en lien avec les équipes de Confiance AI. On a suivi de près les évolutions et puis la transformation que ça allait avoir. On est sollicité par ailleurs par des communs qui ont initialement, en dehors de MAPI, par d'autres communs qui ont été développés au sein de Confiance. Donc, mon sentiment, ma réponse, ce serait de dire que P16, c'est une des voies possibles de maintenance des communs qui ont été développés. Sans doute que Confiance aura d'autres voies tout à fait pertinentes et c'est bien de nous challenger sur la coordination. Jusque-là, il n'y a pas de choses concrètes qui ont été réfléchies. On est en lien par ailleurs avec Bertrand Vangebeck qui était très impliqué dans Confiance. Donc je pense que à partir du moment où les choses seront clarifiées, on trouvera une articulation, mais P16 est néanmoins une des trajectoires possibles pour des communs qui ont été développés au sein de Confiance, c'est sûr. Je vais compléter parce que j'ai beaucoup discuté avec les équipes de Confiance qui arrivaient en fin de budget. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment le projet était configuré dans sa genèse. Et je vais faire un parallèle aussi avec les entreprises qui sont des entreprises dites de service, strictement. C'est très difficile de changer de business model. Et lorsqu'on cherche des financements, notamment privés, les financeurs privés veulent une lisibilité et une prédictabilité du business model. Donc tous les modèles qui vont consommer du budget qui s'arrêtent sont des modèles qui seront globalement exclus par le capital risque. Tous les business models qui sont plutôt du conseil, qui ne vont pas générer une marge qui, elle, est plutôt, non pas exponentielle, mais en tout cas qui peut exploser, ne les intéresse pas non plus. Donc le modèle de conseil facture du TJM, et c'est un modèle qui permet d'engranger du chiffre d'affaires assez rapidement, mais qui n'a pas suffisamment de dynamicité pour intéresser les capitaux risqueurs. Et Confiance AI, finalement, est un projet qui était doté d'un beau budget, mais qui avait une feuille de route qui s'arrêtait. Et transcender cet objet, c'est extrêmement difficile. Donc dans notre cas, on avait la chance d'avoir un actif sous-jacent et une communauté magnifique, extrêmement saine. Ça faisait partie des premières conversations avec Gaël. La communauté scikit-learn est extrêmement saine et extrêmement mûre aussi, parce que les gens utilisent scikit-learn en production. Donc c'est tout à fait particulier. Mais lorsqu'il y a des bibliothèques comme MAPI qui n'ont peut-être pas la même taille de communauté, pas la même maturité, ou alors même pire encore, un ensemble de bibliothèques, la complexité devient majeure. Donc la question fondamentale est celle de: est-ce qu'on est sur un objet public ou est-ce qu'on est sur un objet à potentialité de capitaux privés? C'est le vrai sujet de fond. Donc j'avais proposé à ce que les industriels qui étaient derrière le projet Confiance AI rejoignent le capital de Probable pour qu'on prenne Confiance AI sous notre aile. Et finalement, la coordination de cette conversation avec tous les industriels n'a pas fonctionné. Donc ça aurait pu être un chemin, mais la réalité, c'est que Selma l'a dit, bon nombre de bibliothèques qui étaient dans Confiance AI peuvent maintenant passer par le process P16, qui aura aussi de la bande passante limitée, mais qui va pouvoir sélectionner les meilleurs projets, comme MAPI, qui vont pouvoir être aiguillés comme ça. Et l'entreprise Probable aura besoin de se focaliser. Donc notre focale aujourd'hui, c'est le continuum Scrub, Scikit-learn, Score, qui sera présenté tout à l'heure.
nous allons évidemment continuer de travailler avec P16 pour voir comment on peut ajouter des briques complémentaires à ce continuum. Donc le projet P16 en soi, avec cette partie pré-industrialisation, post-industrialisation, est un format inédit qui devrait nous permettre d'enquiller des bibliothèques pour qu'elles rejoignent finalement la dynamique commerciale côté. Mais encore une fois, on aura une capacité d'absorption qui sera, elle, limitée à notre capacité de réussir commercialement d'un côté, de fédérer des capitaux. Donc on doit rester focus également. Voilà, c'est intéressant parce qu'on avait ici deux projets qui n'étaient pas très différents dans l'enveloppe initiale. On parle de dizaines de millions d'euros au niveau du SGPI et de France 2030. Mais l'ADN était très différente. Et un autre projet qui est proche de P16, c'est le projet de nos amis du CEA, Deep Green, voilà, qui lui aussi propose un objet open source qui va trouver son marché, sauf que ce projet open source, lui, est émergent. Donc on est dans une autre dynamique encore. Donc c'est très intéressant de voir comment on peut composer, mais on ne peut pas non plus tout faire en même temps. Merci pour vos présentations, c'était très intéressant. Ali Ismail Fawaz de l'Université de Haute-Alsace. J'avais une question pour Gaël. J'ai bien aimé dans votre présentation l'histoire que vous avez racontée sur la recherche, comment on avance en recherche et tout ça. Mais à votre avis, l'équilibre entre continuer la recherche et développement du software, comment vous voyez que la vitesse doit être entre les deux? Est-ce que sur l'avenir, il y a un qui doit ralentir ou bien un qui doit avancer un peu plus, qui aura un impact plus grand sur l'autre? En aucun cas, est-ce que je veux dire qu'il faut arrêter la recherche. Oh, Vous n'allez pas entendre ça de moi. Non, l'important, c'est la perméabilité entre les deux. La recherche est génératrice de nouvelles idées, mais aussi de recul. Et en fait, ce qu'il faut savoir faire, et ce que typiquement, ça se fait très très bien par exemple, dans la Silicon Valley, c'est comprendre les deux côtés. Comprendre le logiciel, potentiellement le produit, comprendre la recherche, savoir que c'est des métiers différents, mais savoir qu'il doit y avoir un aller-retour entre les deux. Alors, dire il faut plus d'énergie d'un côté ou de l'autre, en fait, je vais pas dire ça parce que je pense que c'est pas vrai. Je pense que ce qu'il nous faut plus en France, c'est plus de communication entre les deux. Ça c'est crucial, ça avait été dit de toute façon par le rapport de la commission IA dans lequel j'étais, donc je suis biaisé, mais j'y crois absolument à mort. Il faut plus de perméabilité entre les deux, et cette perméabilité, par contre, un truc que je dirais, qui n'est pas assez dit, c'est qu'elle doit avoir lieu au niveau technique, en termes de compréhension, de discours entre... l'intérêt d'un... Alors ça, par contre, j'y crois vraiment, il faut vraiment le dire, l'intérêt d'un chercheur ou d'un labo de recherche, c'est pas ses brevets. C'est les neurones qu'il y a dedans. C'est ça qui est important. Et donc, il faut que, entre guillemets, les neurones des deux côtés se parlent et se comprennent. Voilà. Donc, en aucun cas, est-ce que je vais dire il faut plus de l'un ou plus de l'autre. Alors ça... juste une question à propos de ça, en fait. Est-ce que vous pensez que ça peut être bien, si au niveau national, on peut ajouter plus de formation, ou bien une partie, un axe, durant les thèses, par exemple, pour les doctorants, sur la partie de communication entre recherche et développement software? Je pense que les doctorants, ils ont une liste absolument gigantesque de trucs qu'ils doivent faire. Ils doivent aller faire une formation sur l'éthique, aller faire une formation sur la recherche reproductible. Et je pense qu'en faisant ça, en fait, on crée pas grand-chose. Je pense que il faut donner des opportunités
aux gens. Par contre, je pense qu'on a intérêt tous à légitimer le statut du doctorant et du docteur même, et d'être très très clair que c'est des gens qui sont compétents, qui ont une compétence qui est différente. Quand on a fait 3 ans de thèse, on a une compétence qui est différente de quand on a fait 3 ans d'ingénieur dans une entreprise. Alors on peut même avoir fait un peu les deux si on a fait une cifre, mais de vraiment valoriser cette compétence, parce que je pense que ça revient un petit peu à ce que je disais avant, il ne faut pas de frontières, il ne faut pas que les doctorants ne parlent que aux universitaires et que les entreprises ne voient pas leur valeur. Mais je pense que bon, j'ai l'impression que ça a quand même bien évolué en France et que c'est pas mal compris de nos jours. Merci.